Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éloquence. Aujourd'hui une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur avec maître Corinne Dreyfus-Schmidt, une avocate hors pair qui fait ça depuis plus de 30 ans. D'où vient sa vocation? Qui sont ses clients? On va lui poser toutes les questions. Maître Corinne Dreyfus-Schmidt, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci d'avoir accepté. C'est un sur plaisir Éloquence. de vous recevoir. Bon, c'est adorable. Première question, vous êtes avocate depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « je vais être avocate » ? Alors pour moi, je vais vous dire, c'est un cheminement. C'est pas un déclic comme ça, parce que chacun raconte une petite anecdote. Il a été avocat parce qu'il a suivi le procès Ranucci, qu'il a été... Non, moi c'est pas ça. Moi je pense que très très petite, j'ai été très sensible à l'injustice, dans la classe, dans la cour de récré, etc. Et moi aussi, j'ai été frappée par l'injustice parce que j'ai perdu mon papa très très jeune, et comme beaucoup d'avocats pénalistes. Et je crois que, chemin faisant, ça m'est apparu comme quelque chose de naturel, une évidence. Et je crois que c'est une évidence pour moi parce qu'être avocat, c'est pas seulement une profession, c'est un état d'esprit. Vous l'avez chevillé au corps, cette profession? Oui, c'est une passion. J'adore mon métier. Je trouve que j'ai une chance extraordinaire d'exercer ce métier qui est un métier fabuleux et qui nous remplit complètement. Il y a eu une évolution indéniable dans le domaine du pénal entre il y a 30 ans à peu près quand vous avez commencé et aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai commencé à faire du pénal, c'était presque honteux d'être avocat pénaliste. Exactement. C'est-à-dire qu'il fallait être avocat d'affaires, tout le monde disait « pourquoi tu choisis le pénal ?» Pour moi, il n'y avait même pas de question. C'était le seul métier que je voulais faire, c'était pénaliste. Être avocat d'affaires, pour moi, c'était un autre métier, ou avocat de droit de la famille, ça ne m'intéressait pas. Et c'est vrai qu'on était un peu stigmatisés dans la profession. On disait « oh, les pénalistes, c'est un peu des voyous, ils sont un peu comme leurs clients, etc. » Et puis au fur et à mesure de l'évolution, c'est devenu presque une mode, puisque maintenant tous les jeunes veulent faire du droit pénal et qu'il y a une espèce d'engouement. Et pourtant, à l'époque, il y a des années, bien avant que je sois avocat, il y avait des hommes comme Frédéric Potcher, des grands chroniqueurs judiciaires qui racontaient ce que c'était qu'un procès. Et je crois qu'il y a eu un développement de l'intérêt pour les faits divers. Absolument. Et que quand vous voyez les journalistes, le suivi qu'il y a, par exemple, d'une affaire comme Norman Landais, mais c'est hallucinant. C'est incroyable. Ça fait presque l'ouverture du journal de 20 heures. Absolument. Donc, l'affaire Daval également. L'affaire Daval, enfin, etc. Donc c'est assez étonnant, quoi, cette espèce d'engouement pour le fait divers. Et je pense que, du coup, effectivement, notre métier est devenu comme un métier très prestigieux, et ce qu'il est d'ailleurs, parce que c'est pas évident de défendre des gens, et des gens qui ont commis des choses qui sont répréhensibles, et on nous pose toujours la question « et alors, t'as pas d'état d'âme, tu te poses pas la question de savoir s'il est coupable, mais comment tu peux défendre un coupable ?» Je rebondis là-dessus, c'est tellement intéressant. C'est vrai qu'on associe beaucoup l'avocat à son client. Oui. Or, quand on défend quelqu'un, on ne justifie pas, on explique. Alors, Henri Leclerc, qui a été quelqu'un d'extrêmement important pour moi, parce que ça a été le premier grand avocat pénaliste avec qui j'ai avancé, et je l'ai suivi, et j'ai trouvé que c'était un homme extraordinaire, disait toujours cette phrase qui m'est restée: « Un avocat ne doit jamais être le premier juge de son client. » Donc, il faut s'extraire de toute morale, même si au fond, nous, on a des choses, mais pour essayer de dépasser. Et puis, vous savez, moi, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'injustice. On est broyé dans le système judiciaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est essayer de lutter contre ce mouvement naturel de l'accusation qui écrase les hommes et qui laisse peu de marge à l'expression de ce qui sont des circonstances dans lesquelles il y a eu des passages à l'acte ou pas. Parce que la police dans notre pays, il faut savoir que la phase de construction d'un dossier pénal, c'est une phase policière. Et ça donne déjà toute l'orientation à la suite de l'affaire. Donc nous, on doit se battre pour démonter tous les éléments qui ont été déjà avec une vérité préétablie dès le départ. Qui n'est pas forcément la vérité. Qui n'est pas la vérité, judiciaire. Mais qui n'est pas la vérité judiciaire, et en tout cas, qui peut amener, comme on le voit souvent, pas toujours heureusement, à des erreurs judiciaires. Vous avez un caractère de battante.
D'où vous tenez ça? Comment vous abordez votre métier avant un procès? Est-ce que vous voyez ça comme un combat? Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors vous avez raison, je crois que vous avez beaucoup de psychologie parce que je suis une battante et je crois qu'on est d'abord, nous les avocats, on est des marchands de résultats. On est là pour obtenir un résultat et on est là pour sauver un homme. Et je crois qu'à partir du moment où un homme nous fait confiance, nous remet en fait son destin, ses années de prison entre nos mains, ben on se doit de tout mettre en œuvre pour le défendre dans les meilleures conditions possibles et obtenir le meilleur résultat possible. Et ce qui est terrible, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est masochiste. On se fait un mal, si vous saviez, là je suis en train de préparer un dossier d'assises, si vous saviez la souffrance qu'on s'inflige physiquement et psychologiquement avant un procès pour obtenir le résultat. Mais même nos clients ne s'imaginent pas ce qu'on investit. Et moi, ce qui est quand même très particulier, c'est que j'ai beau ne pas aimer un client, ne pas aimer l'affaire, trouver que le dossier est pourri. J'arrive dans l'arène judiciaire, mais je me bats comme une lionne. C'est fini, quoi. C'est comme si ma vie en dépendait. Est-ce que dans votre vie, vous êtes également comme ça ou c'est vraiment dans un tribunal? Alors, c'est beaucoup dans un tribunal, mais je suis un peu comme ça. Là, je suis partie faire de la marche en montagne. J'avais pas du tout de condition physique. Je vous jure, je le sentais. J'avais pas du tout la condition physique parce que je m'étais pas préparée. Alors tous les autres étaient hyper entraînés. Mais c'était un défi. Et donc je me suis. Et le premier jour, j'ai cru que j'allais mourir, j'avais plus à respirer, etc. Et je me suis dit, accroche-toi. Et le guide m'appelait ma guerrière à un genou parce que j'ai un problème de genou, du ligament du genou, donc j'avais beaucoup de mal parfois. Et il m'appelait comme ça. Et je me suis accrochée et après j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était un défi. C'était un défi. Vous plaidez en France, mais vous plaidez également à l'étranger. Oui, alors ça c'est une particularité qui est assez intéressante parce qu'on est tous dans nos microcosmes avec nos habitudes, nos réflexes. Et puis tout d'un coup on se trouve blackboulé dans un état étranger avec une mentalité différente, avec des magistrats qui sont différents et quand je reviens notamment d'Afrique, j'ai envie de dire aux magistrats, mais moi qui vous critique tout le temps, parce qu'on les critique, et eux aussi nous critiquent, on dit mais pourquoi il ne m'a pas entendu et pourquoi il n'a pas fait droit à ça? On aime bien critiquer en France, en général. Oui, en général, et nous particulièrement, parce qu'on est toujours un peu déçus parfois. Et bien là, j'ai envie de dire, j'ai envie de vous embrasser. Parce que quand on voit ce que c'est que la justice dans d'autres pays, et j'ai eu la chance de connaître cette expérience, qui est une expérience incroyable d'un procès politique au Sénégal, quand je vois que c'est une violation manifeste de ce que c'est que le procès équitable, et que vous êtes là, vous êtes laminé par une machine qui vous broie, c'est assez intéressant. D'abord, c'est intéressant d'essayer de faire bouger un petit peu les choses, et d'essayer d'être une caisse de résonance à l'international, parce que dans des pays où tout est verrouillé, c'est compliqué. Mais c'est aussi très instructif pour nous, avocats, de voir comment la justice peut ne pas être rendue du tout. Je rebondis là-dessus. Quand on voit ça justement à l'étranger, quand on rentre en France, est-ce qu'on relativise pas complètement en fait? Tout d'un coup, on trouve nos magistrats extrêmement attentifs, extrêmement impartiaux, extrêmement loyaux. Sur la France c'est ça. Et c'est vrai que on veut toujours que la justice soit le mieux rendue possible, que les magistrats soient toujours très attentifs au sort humain, parce que n'oublions pas qu'on défend des hommes et que parfois les magistrats, notamment sur les décisions de placement en détention, ils sont un peu déconnectés de ce que c'est et que nous, on doit rester... c'est l'humanité, oui, exactement. Et en Afrique, c'est d'une violence terrible. Vous avez une anecdote à ce sujet? Alors, l'anecdote que j'ai, qui est assez marrante, vous savez qu'en Afrique, dans les pays francophones, il y a une tradition, c'est qu'il y ait toujours, parmi les avocats africains qui sont là, un avocat français. D'accord. Moi, je me lève pour poser des questions, pour essayer d'intervenir, et le président me fait cette chose extraordinaire. Taisez-vous, vous n'êtes pas chez vous. Vous imaginez si jamais un magistrat français avait dit ça à un avocat africain? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Mais il ne s'est rien passé après? Ah bah non, il ne s'est rien passé. Bon, moi j'en ai fait un esclandre, mais bon, les autres confrères étaient un peu choqués, mais bon. Rien de plus. Rien de plus. C'est dingue. Voilà.
Et tout le procès a été comme ça. Un autre avocat, qui était l'ancien garde des Sceaux, c'était dans l'affaire Wade, s'est levé à un moment et a dit « Ça suffit, le complexe du nègre !» Voilà, on en était là. Et lui s'est fait évacuer manu militari par les gendarmes parce qu'il posait des questions qui ne plaisaient pas au président. C'est incroyable. Voilà, donc c'est un monde parallèle. Voilà, c'est une expérience assez improbable. Parmi tous vos clients, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué et pourquoi? Et beaucoup qui m'ont marqué parce que, vous savez, très modestement, on agit sur la vie des gens. Et que quand on sort d'un tunnel infernal un homme, il vous est éternellement reconnaissant. Et qu'il se crée un lien à ce moment-là qui est indéfectible et qui fait que, ils vous disent, puis il y a des gens qui sont plus reconnaissants que les autres, qui vous disent « mais vous avez changé ma vie, grâce à vous, j'ai pu… » C'est fort d'entendre des choses comme ça. Et donc, on a un sentiment de grande utilité sociale. Et donc, je ne pourrais pas vous dire un, parce que je pense que ce serait un peu, pour les autres, un peu désagréable, mais j'ai beaucoup de gens que je garde dans mon cœur et dans ma tête et à qui je pense et que je me dis, mais quelle chance qu'on ait pu faire quelque chose pour eux. Un mot sur une affaire récente, Jean-Marc Morandini, c'est vous qui le défendez, sans dévoiler de secret évidemment. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc là, on a la protagoniste. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous dire où on en est? Jean-Marc Morandini, il va passer devant le tribunal correctionnel. On attend de l'audiencement de cette affaire. Et puis, on verra bien ce qui se passe devant le tribunal. Mais je crois qu'on en a fait beaucoup contre Jean-Marc Morandini. Il y a eu beaucoup de polémiques tout autour de ce journaliste. On lui a reproché d'avoir été soutenu par Bolloré, etc. Bon, on verra. Mais je suis assez confiante. On en dit tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est cette ère du tribunal médiatique qui justement vient court-circuiter un peu la vraie justice? Oui, ça c'est vrai qu'il y a un temps pour la justice, la vraie. Et puis, il y a un temps pour la justice médiatique et qu'on va très vite et que malheureusement, souvent, nous, on reproche aux journalistes de mettre au pilori un homme et le jour où il est réhabilité, on va pas en parler parce que, bon, naturellement, on parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure et pas des trains qui arrivent à l'heure. Mais c'est assez pénible parce que, vous voyez, par exemple, dans les affaires de violences sexuelles, on est laminé. C'est-à-dire que moi, j'ai défendu à un moment Jean-Luc Brunel dans l'affaire Epstein. Il ne s'était pas exprimé, la justice ne l'avait pas encore entendu, que toute la presse, de concert, relayait la parole des plaignantes et éclaboussait de cet homme debout. Or qu'il n'y avait même pas eu une seule audition en garde à vue, il n'y avait rien, on en était au stade de l'enquête préliminaire, on n'avait pas accès au dossier. Donc les journalistes m'appelaient pour me dire « Donnez-moi votre position », mais je ne vous donne rien du tout. Oui. Moi, les premiers propos qu'on aura, c'est pour la justice. Donc on a un peu une espèce d'inversion et je trouve que c'est dommage. Alors c'est vrai aussi que nous exploitons aussi les médias quand… nous, on le fait très peu, mais il y a des avocats qui le font, quand l'intérêt de notre client peut être de communiquer. Mais moi, je suis extrêmement prudente avec ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous livrer une anecdote sur vous, que vous n'avez pas racontée, ou très peu, sur un procès, sur voilà, quelque chose au tribunal, quelque chose qui vous a marqué? J'en ai tellement qu'il faut choisir… je vous laisse… une anecdote. Choisir. Alors, je vais raconter quelque chose de très léger, puis qui n'est pas du tout valorisant. Parce qu'on essaye toujours de raconter des anecdotes. J'ai été génial. Pour nous mettre en valeur à quel point tout le monde m'a trouvé extraordinaire. Oui. Non. Je suis il y a quelques années, j'étais dans une affaire de trafiquants de stupéfiants. C'est bien, vous disiez plus léger, on est bien, oui. On est plus léger là. Et il y avait tous les avocats pénalistes que vous connaissez, les plus brillants. Et je devais plaider. Et un de nos confrères, qui malheureusement a disparu depuis, qui était très drôle et qui avait un humour incroyable,
m'a pris au piège parce que j'ai un défaut, c'est que quand j'arrive quelque part, j'enlève mes chaussures. D'accord. Donc j'avais enlevé mes chaussures comme je fais, l'audience était très longue. Et au moment où le président m'appelle, me dit « Maître Dreyfus-Schmidt, vous avez la parole », il m'avait piqué mes chaussures. Et ils étaient Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et ils étaient tous morts de rire parce que j'étais complètement, mais c'est idiot, mais j'étais complètement déconcertée par et puis je devais plaider, enfin je n'étais pas là en promenade. Mais Maître Dreyfus-Schmidt, vous faites quoi? Vous y êtes allée? Et bien j'y suis allée pieds nus. Et puis comme je suis petite et complexée, je me suis mise sur la pointe des pieds parce qu'heureusement à la cour d'appel, on avait une espèce d'une barre qui allait jusqu'en bas. Et voilà. Et donc ça fait partie de... Vous avez gagné? J'ai gagné. Pieds nus. Et pieds nus. Et eux, attendez, et eux, les autres là, ils ont eu des peines plus lourdes que moi. Et ben voilà. Voilà. C'est une belle leçon. C'est une belle leçon. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Bonne continuation.